Avant de commencer la vidéo, petite annonce. Je l'avais déjà dit, mais je pars en tournée cette année avec mon groupe. J'en parlerai plus en détail dans une FAQ qui sera la prochaine vidéo. Voici les dates que j'avais annoncées durant la dernière vidéo, et voici les dates qui ont été annoncées depuis. Ces dates-là par contre sont complètes. J'ai hâte de vous y voir, notamment à Nantes le 25 avril. La date a été annoncée tard, j'espère vous y voir quand même. Merci de votre compréhension, encore une fois ça ne va pas changer la quantité de vidéos cette année. Bonne vidéo, on en parlera plus tard. Revenons au 7 octobre 2021. Ce jour-là, un individu du nom de Carl92 va créer un post sur le site whatthatsong.com. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, il s'agit d'une sorte de forum sur lequel les utilisateurs peuvent partager des enregistrements musicaux, dans l'objectif que d'autres arrivent à identifier qui a créé le morceau et de quel titre il s'agit. C'est en général l'étape qui arrive après avoir fait une recherche extensive sur Google ou après avoir utilisé Shazam. Donc ce jour-là, Carl92 il va poster un petit extrait qu'il va décrire comme un morceau de pop des années 80, enregistré avec un microphone de mauvaise qualité. Il faut savoir que Carl, il avait déjà réalisé un autre post pour trouver un morceau. Et pour vous dire l'efficacité des gens sur ce site, ce mystérieux enregistrement a été trouvé en 4 heures. La communauté de Whatthatsong est peut-être pas la plus grande d'internet, mais un truc est sûr, ils sont déterminés et ils sont très efficaces. Sauf que là, il y a un problème. Ça va bientôt faire 900 jours qu'on cherche l'origine du deuxième extrait que Carl92 a posté. Personne ne sait d'où il vient. Voici l'enregistrement. Sur Whatthatsong, quand tu fais un post, t'ouvres instantanément un fil de discussion. Si d'habitude il passe pas les 20 ou 30 commentaires, ici on a plusieurs dizaines de pages de discussion dont environ un tiers a été supprimé au cours du temps. Bon alors du coup on va chercher une archive pour être sûr de rien rater. Le jour même de la sortie du post, le 7 octobre, un utilisateur va répondre en demandant un extrait plus long. Désolé, mais c'est tout ce que j'ai. Je ne me souviens pas de son origine. J'ai retrouvé cet extrait au milieu de très vieux fichiers sur un backup DVD. J'essayais probablement d'apprendre à enregistrer de l'audio et c'en est une trace. Le fait est que l'extrait me semble assez familier et je pensais que ça allait pas être trop obscur. J'ai essayé de le trouver avec les paroles, mais mon anglais n'est pas assez bon pour ça. Dans cette réponse, on a déjà pas mal d'informations importantes. D'abord l'idée que l'origine du sample est complètement inconnue à Carl, qu'il l'a trouvé sans se souvenir du moindre contexte d'enregistrement. Autre information importante, Carl92 n'est pas anglophone et il sera révélé plus tard qu'il est en réalité espagnol, bien qu'il refuse de dire où il vivait en Espagne à l'époque. C'est même pas forcément clair s'il est juste hispanophone. Et enfin, on a cette information que le fichier provient d'un vieux DVD contenant des données. Les gens vont donc demander à Carl s'il y a d'autres fichiers sur le DVD liés à cet extrait. Et non, aucun autre fichier n'est lié à celui-ci. Par contre, le fichier lui-même est daté de 1999, indiquant donc que le morceau ne pourrait pas être plus vieux que cette date. Seulement quelques jours après la publication de l'extrait sur le site, un individu du nom de JK va tomber sur le thread et trouver l'extrait assez fascinant. JK, à l'époque, il avait une chaîne YouTube, maintenant supprimée, sur laquelle il repostait régulièrement des extraits de morceaux qui, comme celui-ci, étaient complètement perdus. Donc en tombant sur le thread, il va évidemment être fasciné et il va se décider à partager l'extrait sur sa chaîne YouTube. Mais en faisant ça, il va aussi donner un nom au morceau, un nom qui est encore resté aujourd'hui. Everyone knows that. Basé sur une des phrases les plus clairement audibles et compréhensibles de l'enregistrement. Mais il va pas faire que ça. Il va aussi y attacher cette image qui va devenir le symbole nostalgique de toute la recherche. Ce lecteur CD et cassette rose, très début des années 2000. Et cette image, elle va avoir une importance drastique beaucoup plus tard dans la recherche. Sur le thread de Whatthatsong, les utilisateurs vont poser 1000 questions à Carl et à chaque fois, ça va amener à pas grand-chose. On va lui demander « Est-ce que tu connais des stations radio autour de toi qui auraient pu jouer ce morceau quand tu l'as enregistré ?» Il va répondre « Je viens d'Espagne, ça sonne comme un morceau de pop typique, donc n'importe quelle station aurait pu la diffuser. Mais en général, la radio joue des hits, de la musique populaire, et il semblerait que ce soit un morceau obscur, donc qui sait ?» Il finira son message en expliquant qu'il n'était même pas sûr que ça ait été enregistré d'une radio. On reviendra sur ça plus tard. Puis ensuite, les gens vont essayer de comprendre les paroles, qui ne sonnent pas très claires, afin de voir si ne serait-ce qu'un site les avait décrites pour pouvoir retrouver le morceau. Ils vont tout essayer en termes d'orthographe, de grammaire et de mots se ressemblant et vont se rendre compte qu'aucun site n'a parlé de ce morceau. Aujourd'hui, les paroles admises comme étant justes de l'extrait sont celles-ci.
Et même ça rend pas la recherche plus simple. Quelques mois viennent de s'écouler dans la chronologie et la vidéo de JK commence à accumuler de plus en plus de vues. Mais comme les recherches stagnent, le pire truc qui puisse arriver dans ce genre de recherche va arriver. Carl92 va disparaître. Il ne fera plus aucun post et aucune tentative de le contacter ne va aboutir. Il est passé à autre chose, ou alors il a oublié. Il faut savoir qu'à l'époque, la recherche elle est lente. Il y a plusieurs jours, voire même dizaines de jours entre chaque commentaire du thread. C'est pas très active, Carl n'a pas l'air très investi. Ça m'étonnerait pas qu'il ait juste oublié. Mais la vidéo de JK, elle approche des 10 000 vues. Et des tonnes de commentaires d'utilisateurs qui ont été attirés par l'image trouvent l'extrait étonnamment familier. Mais il est impossible de déterminer son origine. Le 11 juillet 2021, la recherche va prendre un tournant quand un thread va être créé sur un subreddit. Et là, on va stopper tout, car il va falloir parler de plein de machins différents avant de pouvoir continuer. Car Everyone Knows That, ou Ulterior Motives, comme certains aiment l'appeler, est loin d'être le premier cas de morceaux perdus que des tonnes d'internautes veulent trouver. Et tout ce pan de la musique perdue, obscure et oubliée de tous, ça a un nom, qui est également le nom du subreddit sur lequel le thread a été créé. La Lost Wave. La musique, depuis qu'elle peut être enregistrée et diffusée massivement, se produit en des quantités absurdes. J'ai essayé de chercher des chiffres sur le nombre de CD vendus, oui, seulement les CD, au cours des années 2000. Et tous les chiffres sont faux ou du moins vus à l'extrême baisse. La vérité, c'est que depuis que le CD existe, tout le monde peut graver sur un CD et la diffusion de musique n'a jamais été tout à fait normée. Des CD de contrefaçon, des bootlegs, des versions non officielles, ça se passe de main en main, de site en site et de vide-grenier en vide-grenier. Et ce, depuis que l'on peut enregistrer des trucs. Quand on cherche des données sur le nombre d'albums sortis chaque année, en réalité, on a des données plutôt de labels et plutôt de marché. Mais vous connaissez forcément une école qui a pressé sur un CD de manière non officielle, je sais pas moi, une chorale. Vous connaissez peut-être un groupe de potes dans les années 2000 qui ont gravé leur album en CD et qui l'ont vendu un peu en contrefaçon dans des concerts. Ça se fait tout le temps. Et quand on se rend compte que, selon la BBC, en 2007, seulement 200 milliards de CD avaient déjà été vendus dans le monde, ça fout un énorme vertige. Donc en prenant en compte ça, voyez les vide-greniers et autres revendeurs de CD de seconde main comme des sources infinies de curiosité. Si on sait où chercher et qu'on fouille un peu, on tombe plutôt facilement sur de la musique qui n'a presque pas été archivée. Et c'est ça la magie du support physique. On peut penser qu'Internet, étant une archive de tout, possède toutes les infos en son sein, mais la vérité, c'est que parfois on tombe sur des trucs que personne n'a pensé à archiver. C'est un peu l'inverse d'un lost media classique. Là où un lost media part du fait qu'on sait que quelque chose existait, mais qu'on n'y a pas accès, là, on est en face de morceaux qu'on a entièrement, que l'on ne peut lier à rien ni personne, des morceaux qui ont perdu leur auteur pour devenir de vraies œuvres fantômes. Ça, c'est ce que des gens appellent sur internet de la Lost Wave du coup, comme le subreddit sur lequel on allait aller. Avant de continuer à parler de Everyone Knows That, j'aimerais juste vous raconter 2-3 trucs et essayer de vous expliquer ce que Everyone Knows That a apporté à la recherche de morceaux de Lost Wave. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi ce cas en particulier est exceptionnel et va changer la Lost Wave probablement pour toujours sur internet et sa diffusion. Quand on cherche les premiers cas de Lost Wave sur internet, on tombe plus sur des cas de Lost Media que ce qu'on cherche vraiment ici. C'est assez nouveau de sortir un enregistrement en lui-même et de demander son origine. Avant, on avait plutôt tendance à regarder des archives de groupes et de se demander « Tiens, c'est quoi ce morceau ? Tiens, c'est quoi ce concert ? Tiens, c'est qui ces mecs-là ?» Par exemple, en 1966, David Vaughan, membre d'un collectif de pop art, demande à Paul McCartney des Beatles de faire un morceau de musique pour une rave appelée Carnival of Light, ou le Carnaval de la Lumière. Un show mêlant musique et lumière bien chelou, bien psychédélique, bien hippie des années 60. Paul McCartney acceptera et fera un morceau de 13 minutes et 48 secondes, ultra chelou, sans vraiment de rythme, avec de l'orgue, de la guitare, Paul McCartney et John Lennon qui hurlent des phrases aléatoires et plein d'effets chelous et des bruitages sans cohérence. We were recording in Abbey Road with the Beatles and I just came in and said, hey guys, look, I've been asked to do this thing. Let's just wander around these mics and if you see a drum, just sort of bang on it or shout. And that will be my music. Ce morceau sera diffusé le 28 janvier puis le 4 février dans la Roundhouse Theatre lors du show A Million Volt and Sound Rave en 1967. Et après, plus personne n'entendra jamais l'enregistrement fait par les Beatles. On n'a même pas une seule photo de l'événement. Cette photo-là, c'est une photo d'un événement similaire qui avait été fait bien avant. Faut savoir qu'en même temps, David Vaughan a détesté la musique que les Beatles ont envoyée. Tout le monde trouvait qu'ils s'étaient un peu foutus de leur gueule en faisant un truc faussement critique, qui en réalité était juste les Beatles qui s'amusent à faire un truc en studio rapidement. I actually wanted to try and get it on the Beatles anthology, but George H. didn't like it. He thought it was way too indulgent, which is probably true. Mais malgré tout ça,
Je veux à tout prix entendre cet enregistrement. On sait que les Beatles restant longs et teasent parfois une sortie sans jamais que ça arrive, mais tant que Paul McCartney trouvera que le morceau pue la merde, ça ne sortira pas. Et surtout, c'est pas de la Lost Wave. Il y a des tonnes de Lost Media musicaux fascinants, ça en est qu'un exemple ça, mais on n'est toujours pas dans un cas de Lost Wave. Pour moi, le premier cas de Lost Wave, c'est aussi le plus connu et le plus bateau. Le premier, c'est Blind the Wind. Alors je vais pas passer beaucoup de temps sur ce sujet parce que beaucoup en ont parlé, et 1000 fois mieux que moi. Il y a notamment le youtubeur Vision qui en a fait une en français et qui est incroyablement bien faite. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est un monstre. Mais pour résumer très brièvement, quelque part en 1980, un adolescent allemand du nom de Darius S. enregistre avec une cassette la radio, probablement pour pouvoir réécouter des chansons plus tard, en omettant d'enregistrer la voix des présentateurs afin de rendre l'écoute la plus clean possible. Des années plus tard, en 2004, Darius S. reçoit comme cadeau d'anniversaire un nom de domaine pour créer un site internet de la part de Lydia, sa sœur. Il retombe sur ses cassettes et se décide de créer une mixtape avec tous ses enregistrements et de la publier sur internet. Son objectif ? Trouver le nom de tous les morceaux de la cassette grâce à internet, étant donné qu'il y a un mec pas malin qui a enlevé tous les dialogues des présentateurs qui pouvaient donner cette info. Un à un, lui et sa sœur identifient chacun de ces morceaux. Sauf un, qu'il surnomme Blind the Wind. Et il sonne comme ça. Oui, on en avait parlé dans la vidéo sur myhouse.wad, et si on en fait référence encore des années plus tard, c'est parce qu'il n'a toujours pas été retrouvé. En 2007, pourtant, Lydia avait partagé le morceau sur des sites allemands de fans de radio pour essayer de le retrouver, et de là il se retrouvera en 2009 sur What's That Song, puis YouTube, puis ensuite il sera renommé la chanson la plus mystérieuse d'internet pour que les gens se motivent à la rechercher, et les efforts de recherche vont s'intensifier exponentiellement jusqu'à ce que on se rende compte qu'elle est entièrement disparue. Le vertige de cet enregistrement, c'est que si c'est un enregistrement radio, ça veut dire que des tonnes de gens l'ont entendu, que des tonnes de gens ont potentiellement entendu ce morceau, le nom de son créateur, peut-être même que des gens sont allés à des concerts. On pense très facilement que tout est archivé depuis qu'Internet existe, mais c'est simplement pas le cas. Aucun artiste, aucun groupe n'est lié à ce morceau depuis bientôt 20 ans, et instantanément, le morceau, il a une aura différente. Vous le sentez peut-être aussi, ce sentiment de mystère et de confusion. L'aura du morceau, elle est palpable, et ce depuis des années, et elle devient plus forte chaque année qui passe. C'est pas anodin que le terme Lost Wave ait été créé au milieu du deuxième pic de recherche du morceau en 2019, avec la création du subreddit. Il représente entièrement ce phénomène. Si ce cas de Lost Wave est peut-être pas le plus vieux de tous, parce que oui, on peut trouver des extraits qui datent d'il y a plus longtemps, qui sont perdus. On peut également trouver des fichiers audio et des vidéos sur YouTube qui datent d'il y a bien plus longtemps, qui elles aussi sont des cas de Lost Wave. Par contre, et je me trompe peut-être, j'ai vraiment l'impression que c'est le premier où il y a eu autant de recherches. C'est le premier cas de Lost Wave qu'Internet a traité comme tel. Avant de reparler de notre sujet, j'aimerais vous présenter une autre histoire qui est également un de mes cas de Lost Wave préférés et qui selon moi illustre parfaitement l'idée que j'essaye de transmettre avec cette vidéo. Ça va durer un peu plus longtemps. Parlons de Panchico. Il y a 8 ans, en 2016, un individu anonyme poste une image sur 4chan d'un CD qu'il a trouvé dans une boutique Oxfam, donc un CD d'occasion. Celui-ci lui a coûté seulement 49 centimes. L'album s'appelait Death Metal, du groupe inconnu Panchico. J'ai acheté ça car ça avait l'air intéressant. Je n'ai réussi à trouver aucune référence à celui-ci en ligne. Même avec les groupes les plus obscurs, on pourrait s'attendre à trouver un vieux MySpace ou une mention dans un forum. Est-ce que quelqu'un reconnaît cet album ? Ce n'est pas du marketing viral à la con. Je suis juste curieux de savoir si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne. Et je suis extatique à l'idée de posséder un album rare. Si c'est avec beaucoup de scepticisme que le post sera d'abord reçu, tout le monde voulait entendre un morceau pour se faire une idée. L'uploader original expliquera que c'était très mal enregistré, mais il partagera quand même un extrait du premier morceau sous la forme d'un lien méga. Vous pouvez peut-être vous attendre à quelque chose en vous apprêtant à écouter un album appelé Death Metal, mais c'est probablement pas quelque chose qui sonne comme ça. La première chose qu'on entend, c'est ce bruit de distorsion qui se balade de l'oreille gauche à l'oreille droite. C'est un truc typique de ce que l'on appelle le bit rot ou disc rot. On peut traduire ça en pourriture de disque. C'est un phénomène qui arrive, si j'ai bien compris, avec le temps, quand une couche protectrice d'un CD subit un défaut et que du coup, l'aluminium au sein du CD s'oxyde. Et ça sonne très souvent comme ce que l'on peut entendre dans le morceau. Mais sous cette couche d'artefacts distordus, on peut entendre les vestiges d'un morceau d'une douceur rare.
Beaucoup de gens vont douter l'histoire de Panchiko, pensant, malgré les dires de l'utilisateur originel, qu'il s'agissait d'un fake. D'autres vont penser que l'album était bien réel, mais que l'ajout du bruit sur l'intégralité de la tracklist était intentionnel. Une sorte de musique expérimentale, choisissant volontairement de détruire son signal pour créer une expérience unique. Les 4 morceaux de l'album, qui du coup étaient en réalité un EP, seront partagés dans le thread, accompagnés de plusieurs autres photos du CD. L'arrière du CD, une meilleure vue de la pochette avant, et l'intérieur, où on peut voir ici que l'album date de 2000, et enfin le nom des artistes. Ces cons ont mis juste leur prénom. Avec ce peu d'infos, le thread sur 4chan, comme tout autre, va disparaître et l'album va commencer à se déplacer de site en site, parfois réapparaissant sur 4chan dans des threads aléatoires, de temps en temps sur Reddit, des vidéos maintenant supprimées atteignant quelques centaines voire quelques milliers de vues sur YouTube, mais globalement, peu de choses vont évoluer. Sauf que le plot du youtubeur Sticky, datant de 2017, va prendre pas mal en importance. C'était un youtubeur qui avait à peu près 10 000 abonnés et qui postait régulièrement des morceaux un peu perdus, un peu obscurs d'internet. En 2019, par contre, il va supprimer sa chaîne pour en créer une nouvelle du nom de Dismiss Yourself, dans l'objectif de poster des morceaux étranges et obscurs d'internet à nouveau qu'il avait trouvé, mais également de créer un label, si j'ai bien compris. Cet upload va attirer l'attention d'une toute nouvelle audience et être partagé sur le subreddit Lost Wave et catapulter le mystère de Panchiko aux oreilles d'utilisateurs déterminés. Zod, un internaute argentin, accompagné d'autres internautes venant du subreddit Lost Wave qui étaient tout aussi motivés, va créer un Discord pour centraliser la recherche et définitivement trouver l'origine de ce CD. Le Panchicord. Première piste de recherche, les prénoms derrière le CD. Ils vont passer des jours à scanner chaque groupe britannique de l'époque contenant des membres au même prénom. Ensuite, ils vont regarder des musiciens individuels avec ces prénoms. D'occasionnelles pistes arrivaient avec un musicien ressemblant en tout point, puis après, la piste était systématiquement écrasée. Après beaucoup de déceptions, ils vont se pencher ensuite sur d'autres éléments de la recherche. Ils vont essayer de tracer l'origine de l'image sur la pochette et ils vont trouver ce dessin de Miku Makimura dans le 13e volume de Midna Bokura, un manga japonais de Wataru Yoshizumi. Puis ils vont essayer de déterminer les paroles pour voir si elles avaient été écrites quelque part sur internet et ils vont se rendre compte que c'est impossible de les discerner pour sûr. Retour à la case départ. En relisant en boucle la discussion 4chan originale qui avait été archivée, en espérant trouver un petit détail intéressant, ils vont trouver ce message. Il y a écrit 200 sur la pochette. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet album. Il n'était pas situé dans le magasin de musique Oxfam de Southampton, n'est-ce pas ? Après vérification, il y avait bien un magasin de ce type à Southampton, une ville du sud de l'Angleterre. Attendez, cette étiquette. C'est quoi ces chiffres ? Ces chiffres constituent ce qui s'appelle le Gift Aid Number. Il permet de labelliser non pas l'objet, mais la personne qui a fait don de l'objet. Dans ces chiffres, il y avait donc toutes les infos pour trouver la personne derrière le don de ce CD. Donc, sur le Panchicord, ça va instantanément saisir le téléphone et appeler le Oxfam de Southampton. Le vendeur va leur dire qu'à cause des lois en place au Royaume-Uni, il était strictement impossible pour lui de dire qui avait donné le CD, ce qui en soit est une bonne nouvelle. Et il va aussi leur dire que le CD n'a jamais été dans ce magasin. Le somme devait être palpable. Mais après un moment de déception, ils vont se poser la bonne question. Comment est-ce que le vendeur savait que ce n'était pas le bon magasin ? Il s'avère que ces 4 chiffres-là, 1510, c'est un autre chiffre d'identification. C'était celui du magasin qui avait vendu le CD. Avec cette info en poche, ils vont chercher le magasin et trouver un Oxfam Music situé cette fois-ci dans le quartier de Sherwood à Nottingham. Inutile de contacter le magasin, ils ne font pas l'inventaire des ventes et ils ne pourront pas non plus donner le nom de la personne qui avait donné le CD. Mais ça donnait une zone beaucoup plus restreinte pour trouver des musiciens. À ce moment-là, ils vont se remettre à chercher des musiciens qui pourraient avoir ces prénoms. Et sans pression, il y a un mec qui parlait pas beaucoup depuis le début du Discord, qui s'appelle Granlar, qui va poster un lien Facebook. Et quitter le serveur. Le lien en question va diriger les chercheurs vers une page Facebook d'un certain Owain Davies. Le profil était vieux et crédible. Sans trop y croire, ils vont envoyer un message à Owain. « Salut, tu ne vas probablement jamais lire ça, mais étais-tu le chanteur du groupe Panchiko ?» Le lendemain matin... Oui, c'est moi. 23 ans avant ce message, 1997, Owain Davies rejoint un groupe créé par 2 amis d'enfance, Andy White et Sean Fairday. Un certain John, qui encore aujourd'hui n'a jamais été retrouvé, était également dans le groupe en tant que batteur. Ils vont faire la tournée des pubs, jouant des morceaux de groupes populaires de l'époque et recevoir des retours mitigés. Ils vont en 1999 se décider à écrire leur propre musique. Andy Wright composera avec le matériel de l'époque, essayant de créer une musique intéressante, aussi bien d'un point de vue harmonique que textural, s'en fichant des genres musicaux, en s'inspirant de plusieurs trucs différents.
En juin 2000, l'album sera gravé sur 30 CD. Juste 30 CD. Death Metal sera envoyé à des journalistes, des labels, et sinon donné à leurs familles et à leurs amis, et l'album ne sera pas vraiment apprécié. Ils feront des compétitions et quelques festivals, puis ils se lanceront dans la production d'un deuxième EP intitulé Kicking Cars, qui sera fini en 2001. Celui-ci n'aura pas de pochette, juste un petit disque dans une enveloppe CD. Pareil, pas vraiment de bons retours, et après un festival où leur performance passera inaperçue, le groupe arrêtera son activité. Ça marchait pas. Chacun commençait ses études dans son coin et John fut enrôlé dans l'armée britannique. C'était la fin de Panchico. Donc imaginez-vous le choc de Wayne en se réveillant ce matin du 21 janvier 2020, quand il va non seulement se rendre compte que quelqu'un se souvenait de sa musique, mais qu'une communauté énorme de gens s'échangeait son CD dans une qualité affreuse depuis 4 ans. Je me disais, attends, quoi ? Tu te moques de moi ? Les gens aiment vraiment ça ? Genre il y a tellement de bonne musique sur internet, ils ont tellement de choix. Pourquoi les gens aiment ça autant ? Owain Davies pour Vice. Quelque temps après, Owain va envoyer un message disant qu'il était plutôt content de comment la version distordue sonnait et qu'il n'était pas sûr de vouloir que la version originale soit entendue, confirmant donc que le disque-rot n'était pas intentionnel. Il n'avait pas non plus de copie du disque et les masters originaux étaient perdus. Owain va contacter Andy Wright et reconnecter avec les membres du groupe, sauf John, qui reste impossible à contacter à ce jour. Après quelques jours, un ami de Wayne va lui dire qu'il avait trouvé un des vieux CD produits à l'époque, et ainsi, après un remastering d'Andy, l'album sans la distorsion était disponible, accompagné également des 3 morceaux de l'EP Kicking Cars. Voici Death Metal de Panchico, 20 ans après, entendu comme à l'époque par les quelques personnes que ça avait intéressé. L'album a été un succès instantané. Le jour de la sortie, il était numéro 1 des ventes sur Bandcamp et il sonne vraiment moderne en réalité. Moi, ça m'a fait penser à ça et ça pendant l'écoute, perso, et je trouve que c'est très réussi même si c'est amateur. L'album a été un succès, le groupe s'est reformé, ils ont fait des concerts, sorti un nouvel album l'année dernière, Fade at Maths, et il est vraiment très très bien, je vous le conseille fortement. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça ? Car au-delà de l'histoire que je trouve folle, il y a un truc que je trouve fascinant. Les morceaux dégradés avec le temps, qui peuvent paraître objectivement bien pires, sont inclus dans la sortie de l'album de 2020. Et généralement, il y a une partie importante des gens qui trouvent que cette version de l'album est plus intéressante. C'est un des cas de Lost Wave les plus importants et pour certains, sa version trouvée à l'origine est la plus forte. La distorsion du son donne un autre sens au disque. Ce n'est plus un simple album indé oublié, c'est un album qui a l'air de physiquement se battre contre le temps. Une musique qui fait tous les efforts possibles pour ne pas être oubliée, qui se bat contre la dégradation naturelle. C'est hyper humain comme sentiment. Cette distorsion transforme la musique et la transforme en quelque chose d'autre, avec un autre sens. Elle la rend beaucoup plus triste, comme si c'était le mécanisme du CD lui-même qui s'exprimait. Ou alors, qu'il s'agissait d'un souvenir en pleine décomposition que l'on pouvait entendre. Et il est là l'intérêt de la Lost Wave. La Lost Wave n'est pas une classification froide. C'est un genre musical. Un genre musical qui a pour instrument principal la dégradation naturelle des CD, l'endommagement des cassettes, la compression d'un MP3 ou d'un site internet après un repost abusif d'un même morceau. C'est le temps qui s'exprime à l'intérieur de la musique. Les derniers cris d'une musique qui espère qu'on l'entendra encore. Maintenant qu'on a vu tout ça, le succès d'Everyone Knows That est déjà écrit avant même l'explosion. Le morceau est distordu, c'est l'enregistrement d'un enregistrement, il est vieux et indiscernable, et l'un peu plus d'une douzaine de secondes promet tellement plus. Il y a une chanson qui m'intrigue et qui est devenue comme une addiction. C'est sur le subreddit Lost Wave avec ce post que les choses vont devenir plus sérieuses. D'abord, la théorie selon laquelle le morceau provenait d'une cassette audio ou d'un enregistrement radio va être abandonnée, tout simplement à cause de ça. Ce petit pic. Quand on fait une analyse des fréquences de l'enregistrement, c'est un bruit aigu, presque imperceptible, qui se situe exactement à 15,734 kHz. Ça, c'est ce qu'on appelle un pilot tone. C'est ce bruit très aigu que l'on peut entendre sur certaines télévisions. Ce son très aigu à cette fréquence est présent sur les télévisions NTSC de certains pays. Donc, on écoute un enregistrement provenant de la télévision.
Sauf que non, en vrai, on est sur Reddit, je vous rappelle. Et sur ce site, c'est tous des petits youtubeurs, c'est-à-dire des gens qui parlent d'un truc en ayant l'air très sûr d'eux, sans pour autant être vraiment renseignés. En gros, de ce que j'ai compris, attention, je suis pas un expert, hein, le pilot tone à 15,734 kHz, c'est un son qui veut dire pour beaucoup qu'on écoute un signal MTS, ou Multi-Channel Television Sound. Le problème, c'est que certaines personnes ont pointé du doigt qu'un pilot tone, on n'est pas censé l'entendre. C'est genre un signal qui est envoyé à la télévision pour qu'elle comprenne elle-même la nature du signal reçu. C'est pas une onde sonore, c'est pas censé sortir des haut-parleurs. Ce bruit est donc autre chose. De ce que j'ai compris, à l'époque, le monde utilisait surtout 3 standards d'encodage du signal vidéo analogique, le format NTSC, le format PAL et le format SECAM. C'est dû à de nombreuses raisons, dont notamment par exemple la fréquence du courant électrique alternatif. Je vais pas aller en détail sur les différences, mais en gros, le format audio MTS était utilisé dans ces pays-là. Et ça tombe bien, mais une télévision à tube cathodique au format NTSC émet, à cause de son mécanisme interne, un son strident, dont la fréquence est une multiplication de sa fréquence de balayage et sa résolution verticale, 525 lignes. Bon, vous le voyez avec le chiffre, ça peut aussi être ça. Mais au-delà de ça, ça veut dire que l'origine de l'extrait n'est pas forcément la télévision, car ça veut juste dire que ça vient d'un écran à tube cathodique au format NTSC. Donc ça peut être sur un DVD, être sur un CD, être un jeu vidéo, je sais pas, toutes les utilisations d'un écran de ce type. Mais que ce soit indicateur d'un format MTS ou juste d'une télévision cathodique au format NTSC ou je ne sais pas quoi encore, dans tous ces cas-là, l'Espagne est pas incluse. Donc une des seules choses qui pouvait nous aider, c'est-à-dire la position géographique de Carl 92, ne peut finalement pas nous aider. Par contre, ça peut nous mettre sur quelques bonnes pistes. Se pencher sur la télévision et les publicités qui pourraient expliquer le manque d'archivage. On a aussi eu le début des questionnements sur l'accent du chanteur ou de la chanteuse, très particulièrement ce moment. Le trouve sonne étrange. Pour certains, ça sonne un peu japonais. Ça tombe bien, le NTSC est présent comme format là-bas. Ou alors on peut aussi entendre des gens parler du Chili ou des Philippines. Mais en vrai, rien n'est trop sûr et juger un accent sur un fichier d'une aussi mauvaise qualité, c'est pas la meilleure des pistes et ça te fait pas forcément passer pour la personne la plus ajustée. Juste, c'est vrai, ça sonne pas comme un truc chanté par un anglophone. Et au fur et à mesure que les gens vont théoriser, le vertige va commencer à s'installer. Personne ne trouve ? Plein de pistes, des tonnes d'hypothèses, toutes tombent à l'eau. Des remasters vont être créés essayant de nettoyer l'audio, puis des versions étendues, des covers, et lentement mais sûrement, EKT devient un phénomène. Le 19 juin 2023, le subreddit sur le sujet est créé et arrive un barrage de théories. Des gens vont analyser l'audio et remarquer ces bruits. C'est assez clair, avec ou sans effet, que ces bruits de cliquetis ne font pas partie du morceau, mais qu'ils font partie en fait des bruits d'ambiance qu'il y avait dans la pièce lors de l'enregistrement. Des gens vont remarquer que celui à 7 secondes et celui à 16 secondes sont très semblables, un peu comme s'il s'agissait du mécanisme d'un appareil photo, donc peut-être qu'il y a des appareils photo dans la pièce au moment de l'enregistrement, qui ont pris des photos qui pourraient aider, sauf que Carl, il n'est pas joignable, je vous rappelle. Il y a des gens qui vont également penser que c'était peut-être une IA qui avait créé le morceau, mais en l'occurrence c'est pas trop probable, étant donné que quand le morceau a été posté sur What's That Song, les IA n'étaient pas encore au niveau où elles sont actuellement. On va aussi retrouver l'origine possible des percussions. Ce serait la boîte à rythme Lindrum LM1 ou la LM2. C'est pas très clair, la qualité du sample est pas folle et de toute façon, ça a été manufacturé à partir de 1979. Donc ça donne même pas d'indication claire de la période où EKT a été créé, parce que c'est clair que ça date d'à partir des années 80. Et en fait, à ce moment-là, le vertige, il est trop grand. Il y a trop de possibilités. Une version primitive du morceau Stuck du groupe D-Project, débunkée par le chanteur lui-même. Une chanteuse du nom de Dolores Canibrew, non. Le groupe Of Course, non plus. Et en même temps que les théories plus étranges les unes que les autres bourgeonnaient, il y a eu le début du phénomène. Sur TikTok, le son est devenu extrêmement connu. L'histoire a fait le tour du monde au point de finir au JT de TF1, c'est pas une blague. À l'époque, j'avais même été contacté pour une interview que j'ai déclinée car j'avais pas encore fait ma vidéo et que du coup je pouvais pas en parler assez bien. Le sujet est devenu légendaire très très vite. Et c'est à la fois une aubaine et un poison pour la recherche. Les pistes se sont multipliées et surtout les fakes. Quiconque trouvera le morceau original deviendra instantanément une légende, donc même si c'est pour quelques minutes, mentir, c'est suffisant pour certaines personnes. Les personnes non éduquées sur la question vont également arriver et donner une piste déjà débunkée, pensant être les premiers à la donner,
C'est devenu vite un peu le bordel. Mais à côté de ça, des tonnes de gens continuent de chercher. En même temps qu'Everyone Knows That, le phénomène Lost Wave a également explosé. L'idée de génie de JK, il y a 3 ans, c'était cette association d'un morceau perdu et d'une image évocatrice. L'image de la boombox rose, vaguement liminale, très Y2K, était parfaitement dans la vague de ce qui se faisait à l'époque et encore aujourd'hui. Et c'est ça le truc qui, je pense, va changer la Lost Wave de manière permanente sur Internet. Si on regarde des morceaux de Lost Wave sur YouTube, on se rend compte que tout le monde a pris le format pour pousser les gens à chercher. Par exemple, ce morceau, Try to Smile Again, perdu depuis 2004, qui est associé à une image de liminal space comme fond. Et ça fait beaucoup de vues. Ce morceau perdu, I'm Yours, est juxtaposé avec encore une liminal space. Ce morceau, Dance for Hours a Day, est mis avec cette esthétique Y2K. Tout est là pour stimuler la nostalgie. L'imagerie se veut au service du morceau, de sa promotion à la réaction émotionnelle qu'elle va procurer. Chacun de ces morceaux a une histoire riche, mais ce que je trouve complètement fou, c'est que absolument chacun d'entre eux que je vous ai montré a été trouvé ces 10 derniers mois. Try to Smile Again, par exemple, au moment où j'écris ces lignes, c'était il y a 10 jours, alors que c'est perdu depuis 20 ans. Et il y en a une quantité absurde qui est retrouvée toutes les semaines. C'est l'hécatombe pour ces mystères. C'est un truc de fou, c'est comme si tous les talents de recherche des fans de Lost Media s'étaient rejoints dans un seul but récemment, résoudre un maximum de trucs, vite et bien. Et c'est là que du coup moi je reviens pour vous rappeler un truc qui s'est passé et dont j'avais parlé dans un très vieux Findings, je sais pas si vous vous en souvenez. Dans un Findings Lost Media, j'avais parlé d'une anecdote, d'un truc qui s'était passé quand j'étais en vacances avec des potes. On se baladait dans la campagne, dans un endroit vraiment reclus où il y a personne, et on est tombé sur une cassette qui était dans l'herbe, comme ça. On a ramené la cassette chez nous et on s'est rendu compte qu'elle était vraiment pétée et très endommagée. On a essayé de la réparer comme on pouvait, mais on avait un mauvais lecteur cassette. On a aussi dû apprendre comment fonctionnait une cassette, voilà, né après les années 2000 quoi. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait réussi à la faire fonctionner pendant un bref instant. Et ça avait donné ça. Aujourd'hui, je sais pas où est la cassette. Et le seul enregistrement que j'ai de ce morceau, c'est cet enregistrement où il y a nous qui crions dessus quoi. C'est tout ce qu'on a. Maintenant que j'ai plus d'1 million d'abonnés, est-ce qu'on peut retrouver cet enregistrement, s'il vous plaît ? Ça vit dans ma tête depuis plusieurs années, là. Et je sais toujours pas d'où ça vient, ce truc. Je sais qu'il y a peu d'infos. Est-ce que vous voulez bien nous aider ? Mais à côté de ça, personne ne sait qui a fait Everyone Knows That. Malgré la quantité d'efforts de recherche absurde, malgré tous les efforts, celui-ci est impossible à trouver. Alors que c'est le plus populaire de tous. Et qu'il paraît tellement familier à tellement de personnes différentes. Pourquoi celui-là est impossible ? La première théorie qui vient en tête, c'est celle du hoax, du canular. Et en vrai, elle est assez solide. Et si Carl92 avait créé l'extrait et son histoire de toute pièce, avant de disparaître ? Voici les arguments. D'abord, il y a le fait qu'après autant de temps et un littéral phénomène sur le sujet, personne ne sait vraiment d'où peut venir le morceau. La théorie principale dit que le morceau aurait été diffusé à la télévision, que ce soit dans une pub ou comme musique dans un dessin animé. C'est fou que personne ne se souvienne de l'avoir entendu. Chaque jour qui passe, ce fait devient de plus en plus fou. Personne n'a de souvenir clair de ce morceau. Que des vagues « Oh, ça me dit quelque chose ». Ensuite, au tout début du thread What's That Song, un truc intéressant s'est passé. Il y a des gens qui ont mis le lien d'un autre thread, d'un morceau perdu, supposément provenant d'une radio guyanaise en 2006. Sauf que c'est un fake évident. Il s'agit d'une version compressée de fou et ralentie du morceau original. On le remarque notamment parce que les artefacts qui étaient présents dans l'enregistrement de Carl sont également présents dans cet enregistrement-là. Pourtant, quand Carl92 va voir le lien vers l'autre topic, il va instantanément dire « Si l'autre utilisateur l'a enregistré d'une radio guyanaise, ça veut dire que le morceau avait une diffusion internationale ?» On dirait une tentative d'étendre un narratif, comme s'il essayait de donner l'impression que le morceau était très connu et que plein d'autres personnes le cherchaient. Mais c'est en vrai un argument qui se casse la gueule assez vite. Carl va très vite comprendre les gens lui disant que c'était faux et ce genre de phénomène arrive assez souvent sur le site. Un autre argument de l'hypothèse du canular, c'est la disparition totale de Carl92. Jusqu'à maintenant, on a seulement eu des personnes qui ont essayé de se faire passer pour lui, mais sinon personne n'a réussi à le recontacter, ce qui devient de jour en jour un peu plus chelou. Genre, là, le morceau sur les réseaux sociaux était complètement inévitable, et Carl a pu voir de ses yeux le début de sa popularité.
On peut quand même contredire en disant que le morceau est une mode surtout auprès des 15 à 25 ans sur TikTok et YouTube, et que si Carl92 en 1999 faisait des tests d'enregistrement sur DVD, alors il a probablement entre genre 35 et 50 ans. Donc il a peut-être autre chose à faire qu'être sur TikTok et YouTube. Souvent, quand les gens essayent de prouver que Everyone Knows That n'est pas un hoax, ils mentionnent le fait que le compte de Carl92 était déjà actif depuis très longtemps. En effet, entre son premier post et son second post, il y a 4 ans d'écart. Mais ça peut largement être le cas d'une personne qui a fait un compte il y a très longtemps sur un réseau et qui du coup, après coup, des années plus tard, a vu le potentiel pour faire un fake crédible. Il y a un argument extrêmement crédible pour la théorie du canular, c'est la question de l'extrait lui-même et de sa durée. En gros, l'extrait commence au début d'une phrase. Et c'est pas normal. Si c'est enregistré au pif, c'est pas normal que ça arrive au début d'une phrase. Il y a beaucoup plus de chances que l'enregistrement aurait dû commencer à un moment plus illogique, c'est-à-dire pas moi, au milieu d'une mesure ou un truc comme ça. Là, c'est pas normal. D'ailleurs, si vous écoutez attentivement, quand ça fait, il n'y a pas d'instrumental sur le You. C'est pas normal, on est censé être au milieu d'un morceau. Alors soit c'est une pub qui a eu la chance d'être enregistrée au tout début et du coup le morceau commence comme ça quoi. Sinon c'est un peu chelou. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est un des arguments que je trouve les plus crédibles. En vrai, ce qu'il manque vraiment pour que ce soit un hoax, c'est un objectif, une raison d'exister. Souvent, un canular est fait pour l'attention ou l'argent. Les deux peuvent aussi aller ensemble. Là, Carl92 est anonyme. Personne ne sait qui il est et il n'a généré aucun revenu du tout sur son extrait. Mais après, et c'est sur ça que je vais vous laisser pour cette théorie du canular, créer de toute pièce une légende de ce type en anonyme complet, je me rends compte avec le temps que c'est grave un truc que je pourrais faire moi-même en fait. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se sentiraient capables de créer un truc comme ça juste pour la beauté du truc. Ça doit pouvoir exister. Je suis donc un peu en demi-teinte sur la question. J'y crois un peu à la possibilité du fake, même si c'est un peu l'hypothèse qui empêche très vite d'avancer. La deuxième théorie pour expliquer le fait qu'on ne trouve pas l'origine du morceau, c'est celle de la publicité et de la télévision. C'est la théorie majeure, l'idée qu'il y aurait eu une pub pendant un bref instant, un show télévisé, peut-être même sur une chaîne locale qui a été enregistrée par mégarde. C'est là que pouvoir poser la question à Carl aurait pu être utile, lui demander s'il avait des chaînes qu'il regardait en particulier à l'époque, mais malheureusement il est impossible à contacter. Personnellement, la piste de la télé locale est une des plus crédibles à mes yeux, et chercher dans les génériques de l'époque sur les chaînes locales étrangères pourrait être intéressant. La troisième théorie, c'est qu'on écoute la démo d'un artiste, la démo d'un morceau qui n'a soit jamais été réalisé, soit été réalisé plus tard dans une forme totalement différente. Ça n'explique pas forcément comment Carl a mis la main dessus, mais au moins ça permet d'essayer de trouver des artistes qui sonnent similaires pour ensuite les contacter et leur demander. Actuellement, on a pu voir que plein de pistes s'avéraient fausses, mais ça donne beaucoup d'espoir. Par exemple, là, au moment où j'écris ces lignes, ça fait 6 heures que des gens sur le Reddit d'Everyone Knows That ont contacté un certain Ken Kendricks pour lui demander par la suite sur WhatsApp s'il était à l'origine du morceau. Voici une comparaison entre les deux voix. Genre, c'est très très crédible. Et bien 6 heures plus tard, la piste a été débunkée par Ken Kendrick lui-même. Il y a beaucoup trop de gens qui chantent d'une manière similaire à l'extrait. C'est très difficile de déterminer si la voix est masculine, féminine. Le chant fait très fin années 90, la prod fait très années 90. Cette méthode de contacter des artistes qui sonnent similaires, c'est la méthode numéro 1 des gens qui font de la recherche de Lost Wave. Mais si c'est une démo ou une reference track, ça risque de prendre beaucoup de temps. La quatrième théorie, développée récemment, c'est l'idée qu'on écoute une musique stock réutilisable. Ce serait probablement une musique de remplissage pas chère qui pouvait être, peut-être, achetée dans des banques de sons et musique de l'époque pour de l'utilisation pas chère. J'ai fait moi-même mes recherches un peu sur la question pendant toute une soirée et je ne sais pas vraiment si c'est une bonne piste. Mais ça ouvre un champ des possibles de fou, car ça impliquerait qu'on pourrait chercher pendant des heures dans des disques de l'époque et dans des banques interminables de morceaux de ce style. Peu d'espoir. Mais sinon, c'est le vide. Est-ce qu'on serait pas en face d'une fausse histoire ? Je sais pas, mais l'explosion de la mouvance Lost Wave depuis quelques mois est assez fascinante. Je pense que c'est une des rares recherches où il est agréable de ne pas trouver, peu importe les efforts investis. C'est vrai qu'écouter ces morceaux distordus, désagrégés, ces enregistrements d'enregistrements, ces CD pourrissants, ça a une atmosphère fascinante. C'est des œuvres qui s'expriment dans un vide, indépendamment de la vision de quelqu'un. Pas d'auteur identifiable, juste un morceau, une pochette, une esthétique. Des morceaux dont l'auditeur choisit l'identité. Ce que j'entends beaucoup quand je vois des gens parler du phénomène, c'est qu'ils ont l'impression que les morceaux viennent d'une autre dimension, d'un autre endroit. Comme si ces morceaux, leur nostalgie, était une brèche en elle-même dans un autre endroit possible où peut-être
les choses sont comme dans leurs souvenirs nostalgiques. Si vous allez sur YouTube et cherchez Unknown Song, Lost Song, vous verrez peut-être des gens qui ont commencé à poster des morceaux déjà existants, qu'ils détruisent eux-mêmes et rendent flous pour imiter l'esthétique de la Lost Wave. Ils la décrivent comme des morceaux perdus d'une autre dimension. Radiohead, Britney Spears, tous avec une image rappelant souvent celle de Everyone Knows That. C'est beau mais un peu triste qu'une des choses principales que les gens retiennent de la Lost Wave, c'est un désir d'échappatoire. De s'imaginer que ces morceaux viennent d'un endroit où peut-être les choses vont mieux. Je vous encourage à aller fouiller les CD de vos darons s'ils ont beaucoup écouté de musique, d'aller regarder les vinyles de vos grands-parents et d'aller vérifier dans les vides-greniers. Déjà, vous allez tomber probablement sur des trucs fascinants, mais surtout, regardez sur internet s'il y en a des traces. Vous avez beaucoup de chance d'avoir en vos mains peut-être un des futurs grands Lost Wave d'internet. Et ce genre de mystère, les internautes ne s'en lasseront jamais. En attendant, la recherche continue.